Je disais, on va parler d'Opatoma, et avant ça, on va aussi parler du portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Vous pouvez toujours jouer avec nous, vous qui êtes là. C'est une manière de faire connaissance avec toi. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi, en quelques mots? Alors, Rose Madère, de Stephen King. C'est pas le plus connu, mais c'est pour moi celui qui me parle le plus parce que, bon, c'est l'histoire d'une femme battue, mais qui trouve un tableau et qui finit par rentrer dans ce tableau. Et c'est vraiment, voilà, c'est le genre d'histoire que j'aurais aimé écrire. Si tu étais un format, poche, grand format, e-book, audio? Audio, à 300%. J'ai écouté plus de 1000 livres audio. Tu aimerais que Opatoma soit lu par qui, si t'avais le choix? Ah, alors, je connais pas son nom, mais celui qui fait les Stephen King habituellement ou les Chatham, l'acteur qui les fait a vraiment la voix qui me conviendrait le mieux. Si tu étais une maison d'édition, laquelle choisirais-tu? Bah écoute, je vais l'annoncer tout de suite, ce sera fait. Ce serait Roulement de Tornada. tambour. Voilà, Tornada, parce que j'ai Mhm. signé chez eux. Le prochain roman sortira chez eux. Et Félicitations. merci. Et ce qui me plaît chez eux, c'est le contact humain. J'ai eu un super contact humain avec eux et moi j'ai besoin de ça. Tout le reste, je m'en fous. C'est le contact humain et les échanges. Parce que j'ai besoin de grandir, j'ai besoin qu'on m'aide à... Je suis Mhm. un bébé auteur. Voilà. Je pense que tu vas être bien logé chez nos amis chez Tornada. On reçoit souvent les auteurs ici dans la boîte. Et c'est l'occasion, sortie poche alors directement. Et une Et nouvelle aventure pour toi. Tu sais déjà pour quand? Parce que, du coup, on me demande. Bah oui. je sais pas si on peut le dire. Bon, allez, c'est prévu pour l'instant aux alentours de mai 2024. Mai 2024, le coin des bouquins sombres, je ne connais pas cette maison d'édition, je vais aller jeter un œil, ou les deux, mais oui, il y a vraiment de très belles choses, donc soyez curieux. Si tu étais un rayon dans une librairie, cher David, quel Ah, serais-tu? horreur, horreur, thriller, enfin, et surtout quand ça finit mal. J'aime pas les histoires qui finissent bien. Les happy end, c'est pas mon truc. Peut-être un clan aussi qui va se créer sur ça, j'ai l'impression. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Un pinceau. On l'a vu avec les tableaux. On demande aussi, on va en reparler évidemment, on va montrer quelques tableaux, mais c'est du dessin, c'est de la peinture, ce sont les C'est de deux. la, c'est de la peinture et c'est même de la peinture de chantier parce que je suis artisan peintre. J'ai mon entreprise de peinture décoration et en fait c'est les restants de chantier. Voilà. Rien ne se perd Voilà, grâce à toi. exactement. Si tu étais un personnage de Ah, livre, film, série, bande dessinée, tout ce que tu veux, alors je vais carte t'en blanche. donner deux totalement opposés. Mhm. Je vais te dire Joe dans You, la série You, parce que j'aime beaucoup son côté déni. Il fait du mal par amour et puis il s'en rend pas compte et j'adore ça. Et un autre personnage, je vais te dire Perceval dans Camelot, parce qu'il me fait hurler de rire. C'est pas faux. Mais je peux regarder Camelot tous les soirs pour m'endormir. Tous les soirs de ma vie, je peux regarder les Camelot sans Apparemment, m'en c'est lasser. Silène, je sais pas si tout le monde est encore là, mais oui, vous êtes encore très nombreux, ça fait plaisir, qui parlait de Camelot tout à l'heure justement, et donc oui, on a les mêmes références visiblement. Si tu étais un temps de conjugaison, lequel serais-tu? Ah, présent et première personne. Puis, quand j'écris, alors là actuellement je suis en train d'écrire au passé et puis à la troisième personne, mais j'ai tellement l'impression de vivre ce que je suis en train d'écrire que j'ai vraiment tendance dans ma tête, dans un premier temps, c'est présent et première personne. Si tu étais une musique ou la bande-son de ce livre Opatoma, qu'est-ce que tu choisirais? Un morceau, un groupe, un instrument? Alors, moi je suis très
Damien Saez. C'est comme Kaamelott, je peux écouter ça en boucle à longueur de journée, je connais les chansons par cœur. Mais pour ce livre-là, ça serait plutôt Marilyn Manson, la reprise de Sweet Dream. Voilà, C'est un morceau dans le livre d'ailleurs. Je me bats dessus à la guitare, si jamais ça me parle, ça me parle. Et pour 16, parler d'homme sans tête, ça aurait bien plu à Cédric, tiens, maintenant que j'y pense. Si tu étais un signe de ponctuation, lequel serais-tu? Les 3 petits points, je sais pas comment on dit, suspension, non? Point de suspension. Voilà. Ouais, les 3 petits points, j'aurais tendance à en mettre beaucoup pour ralentir, essayer de faire une lecture rapide, mais montrer qu'il faut faire une pause. Tu parlais de Stephen King, c'est pour laisser flotter. Oui, ouais. En haut, en bas, partout. Partout. Allez, un petit dernier pour la route, si tu étais un verbe. Alors là, je vais t'en donner 2 aussi. 2 parce que il y en a un que j'essaye de m'appliquer et puis que j'essaye d'enseigner à mes enfants, qui pour moi est le verbe le plus important, c'est relativiser. C'est ce qui, dans une vie, fait que tu peux être heureux même si t'arrives les pires merdes du monde. Et je pense que c'est vraiment le verbe le plus important au monde. Et j'en ai un deuxième que j'aime beaucoup, c'est désir. Parce que dans désir, il y a tout. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'amour, il y a l'érotisme. Je trouve que j'aime beaucoup ce verbe aussi. Désirer. Désirer. Tout un programme, et puis tout un programme dans Opatoma aussi. Je commence cette petite interview par remercier Oli Oli Boîte. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je recommence, qui m'a aidé à préparer cette soirée, et notamment ta venue ici. On s'y est mis à 2 pour te poser des questions, c'est comme ça. J'espère que t'es prêt. La première, elle est très originale. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout? On a déjà parlé un peu des tableaux, on a entrevu Opatoma, mais qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? Qu'aurais-tu envie de leur dire? Alors, moi, j'ai 0 étude. S'il fallait que je commence par quelque part, faut que je commence par là. J'ai fait un CAP peintre et donc j'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai commencé tout de suite à travailler. Et j'ai pas lu un livre pendant plus de 25 ans, depuis le collège. J'ai pas lu un seul bouquin. Je m'y suis mis le mois dernier, j'ai dû lire 2 livres sur liseuse. Sinon, je n'avais 0 culture en termes de littérature. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, un jour je suis tombé sur le livre audio, je me suis dit que c'était sympa, et puis j'ai commencé à écouter ça en travaillant. Donc je suis sur le chantier avec mes pinceaux, mes rouleaux, et puis j'écoute des romans toute la journée en travaillant, et puis un livre de Musso par exemple, c'est 8 heures d'écoute, donc dans la journée le livre il est fait. Donc c'est comme ça que petit à petit j'ai amélioré mon langage, que j'ai appris des choses, que je me suis intéressé aux écrivains. J'ai commencé la peinture sur toile grâce à Michel Bussy, parce que j'ai écouté Nymphéa Noir et c'est en découvrant Giverny, Monet, ça m'a donné envie d'essayer de faire un tableau. Donc vous voyez, même là, le départ de toute l'aventure vient d'un écrivain. J'ai commencé vraiment la peinture artistique grâce à Michel Bussy. Puis j'ai rencontré Cédric Cyr. Et le premier à me faire confiance derrière, ça a été... et le premier à me dire oui et à m'encourager et à me porter énormément, ça a été Franck Tillier. Voilà, ce sont vraiment les 3 personnes les plus importantes qui font que je suis là aujourd'hui. Et en résumé... voilà, on peut arrêter l'école à 16 ans et puis sortir un livre quelques années plus tard, sans aucune culture, sans rien du tout. Et le coin des bouquins sombres dit, fan de Saez, mais parcours similaire aussi. J'ai vu passer Sabine, même parcours aussi. Bidule, franchement bravo, la preuve que tout le monde peut y arriver
En travaillant, évidemment, c'est beaucoup de Oui. travail. Carrément, nous ne sommes pas un culte, bah, bien sûr que non. Franck Tillier, excellent. Ça parle à beaucoup de gens. On va en parler de ce premier roman qui te tient à cœur, évidemment. C'est pas rien de sortir un premier roman, Opa Thomas. Est-ce que tu peux nous pitcher ce livre? De quoi parle-t-il? Alors, Opatoma, d'abord, c'est une ville. C'est une ville aux États-Unis qui sort de mon imagination, que j'ai créée spécialement pour le livre. Elle se situe entre Boston et Salem, au large des côtes. Et dans ce roman, on va rencontrer deux personnages qui seront un peu vos guides. Ils vont vous guider dans la ville à tour de rôle. Et ces deux personnages, Luc et Rebecca, ils sont totalement opposés. Ils se connaissent pas, ils ont rien en commun. Lui, c'est un cinquantenaire black originaire de Boston. Elle, c'est une jeune fille de 18 ans qui a toujours vécu à Opatoma. Et en fait, dans cette ville, ils vont vivre l'enfer. Il va leur arriver des aventures vraiment qui poussent au pire. Et puis voilà, je vous raconte leur histoire sur une dizaine d'années chacun, ce qui leur est arrivé. Et puis l'endroit où ils vont se rencontrer à la fin du bouquin. Si tu étais l'office du tourisme d'Opa Thomas, tu dirais quoi aux visiteurs pour présenter le lieu? Peut-être donner envie aux gens de venir quand même, tant qu'à faire. Non, ouais, je dirais à l'inverse. Je dirais, voilà, passez votre chemin, mettez votre curiosité dans votre table de chevet avec un mouchoir par-dessus et surtout, ne mettez pas les pieds là-bas. Parce que si Opa Thomas vous choisit, vous en sortirez pas. Merci beaucoup Viviane pour ta présence. Et puis bonne nuit. Je dirais que tout doucement, il est 22h. Donc, non, on ne s'arrête pas. Hein, pas d'étape hôtel ou de gîte. Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Alors, on ressent une grande influence d'un écrivain assez peu connu du Maine dans cet ouvrage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et évoquer, mais sans divulgacher, quelques références, et vous aurez sans doute reconnu de qui je parle. Ah bah oui, il y a un côté Stephen King revendiqué, puisque en plus Claire qui m'a fait l'amitié de me faire le bandeau l'a bien spécifié sur sa citation. Alors, il y a un côté Stephen King parce que je suis très très fan et que je pense que mes meilleurs passages, je les écris quand j'ai écouté un Stephen King toute la journée. Ça me met dans une certaine ambiance qui fait que quand je rentre le soir, c'est plus facile pour moi d'écrire. Donc il y a une petite référence avec cette voiture qui peut être assimilée à Christine, mais ça n'a rien à voir en même temps. Ça ressemble mais en étant totalement différent. Puis il y a un côté avec Opa Thomas, il y a un côté Derry ou Castle Rock, ces villes qui reviennent régulièrement dans les livres de Stephen King. Alors, en gros. Et il en aura porté, hein, Monsieur King. Oui, effectivement, il a donné peut-être pas mal de vocations quand même, malgré tout. Le fleuve aux 1000 morts, tu l'as découvert comment, toi? Puisque c'est le... On peut voir ça, hein, pas... avec ton livre. Le fleuve aux 1000 morts, ça crée le fleuve aux 1000... Ouais, le fleuve aux 1000 morts, c'est important. Le livre commence là-dessus sur le prologue. On peut parler du prologue, je pense que ça gâche rien. Je raconte l'histoire de John McDougall, qui est un jeune Écossais de 15 ans, qui a été déporté aux États-Unis parce qu'il était un peu pickpocket, un peu ça en Angleterre, et il s'est fait déporter. Et il se retrouve dans une caravane de 1000 colons. Et ils ont pour mission de trouver un nouveau lieu, parce qu'on est dans les années 1760, il me semble, peut-être 1780, quelque chose comme ça. Et ils ont donc pour mission de trouver une nouvelle terre pour établir une nouvelle colonie, une nouvelle ville.
Et il se retrouve confronté à ce fleuve. Et les 1000 colons doivent le traverser. Et au moment où ils le traversent, il y a une tempête qui s'abat. Et les 1000 colons périssent dans le fleuve en le traversant. Et le jeune McDougall, qui était resté à l'arrière, bon dernier, arrive à traverser ce fleuve en marchant sur le corps de 1000 colons. Donc c'est comme ça qu'on a donné le nom au fleuve, le fleuve aux 1000 morts. Et ce fleuve, il est particulier parce qu'il sépare Opatoma du reste du monde. Parce qu'on est obligé de passer sur ce pont pour se rendre à Opatoma. Voilà. C'est la seule entrée et la seule sortie de la ville. C'est un grand pont qui a été construit par la suite pour traverser Opatoma. Et on parle d'enfer. Oli avait une question. Le lecteur pourra aussi voir d'autres références, volontaires ou non, bah ça, tu vas nous le dire, hein. Notamment le côté circulaire de la cité que tu décris, avec des cercles concentriques qui peuvent évoquer l'enfer de Dante. C'est peut-être le côté visuel aussi qui t'a intéressé, hein. Tu peux nous en dire un mot? Oui, bah, de toute façon, ce livre est bourré de références diverses. Parce que je travaille sans plan. J'ai une idée. J'ai plus ou moins la fin. Mais chaque chapitre, je sais pas forcément où je vais. Et je me nourris un peu de ce que je vois tous les jours, que ce soit des séries, que ce soit des films ou que ce soit des lectures. La voiture, c'est une Chevrolet Impala de 1967. Bon, c'est pas compliqué, c'est la voiture de la série Supernatural. Parce qu'au moment où j'étais en train d'écrire ça, j'étais en plein dans la série, sur la dernière saison, j'étais en train de bien kiffer, j'adore cette voiture, et puis voilà. Et le livre est truffé comme ça de références, il y a plusieurs choses, des fois c'est juste un bout de phrase, mais c'est parfois une série que j'ai regardée, un film que j'ai vu, un livre que j'ai écouté, qui me dit « Ah tiens !» Ou alors quand je suis sur le chantier, que je discute avec le client, que je vois une lampe un peu spéciale qui pourrait se retrouver dans le bouquin, ou un lieu particulier, ça se construit vraiment au fur et à mesure. Et Chronique du Polar qui nous dit « Si vous aimez King, vous allez adorer Opatoma ». Ça te fait quoi des commentaires comme ça? Ah bah c'est gentil, ça me fait super plaisir. C'est un peu ce que tu voulais quand même, le côté King, il a sa patte, hein, mais qu'on fasse le lien peut-être aussi entre les deux, parce que de ce que j'ai compris, c'est pas du copiage, c'est un clin d'œil pour dire oui, je connais très très bien cet univers-là. Bah, je le connais bien, et en même temps oui et non, puisque je n'ai écouté que ce qui est sorti en audio, et ils sont pas tous sortis encore. Et d'ailleurs, je m'aperçois en écoutant des nouveaux qui viennent de sortir que y a des références dans Opatoma à ces bouquins-là qui sont sortis il y a 20 ans, mais que moi je n'ai jamais lus. Donc je suis quand même plutôt imbibé assez profondément, on dirait. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime. Et en France, il y en a pas tant que ça finalement des auteurs qui font ce registre-là vraiment. Je pense que moi, le polar, ça m'intéresse pas d'écrire du polar. Le flic avec un meurtre, une enquête et une résolution, ça m'intéresse pas spécialement. Donc, moi, j'ai envie de naviguer entre le thriller et le fantastique. D'ailleurs, c'est l'ambiance qui compte. Non, c'est l'ambiance, voilà. Et Opatoma a été construit comme ça, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens qui l'ont lu, j'ai 50% des gens qui pensent que c'est un thriller fantastique, et j'ai 50% des gens qui pensent que c'est un thriller psychologique. Voilà. Ça s'inspire de King, mais c'est mon univers quand même. Et bonsoir Anita. Et apparemment, juste Sabine, tu es effectivement obligée d'aller lâcher. Oui,
et comme ça. Et Bidule, qui, alors si je dis pas de bêtises, c'est rayon bibliothèque, hein. Toi, demain, je vais me renseigner au boulot, car j'ai l'impression que ton livre est passé entre mes doigts, David. Cette couve me dit quelque chose. Ben, c'est un peu le visuel, c'est ton rayon, c'est toi qui as imaginé cette couve. Oui, oui, c'est moi qui l'ai fait. J'avais fait un croquis pour la maison d'édition et puis ils m'ont renvoyé une proposition qui me convenait pas. Et alors moi j'avais fait le croquis de ce que je voulais et j'ai un copain graphiste qui lui gère mieux la tablette avec le crayon et tout ça, qui a mis en forme le croquis. Voilà. Alors, on parlait d'enfer. Tu parlais d'enfer aussi avec cette ville et le fait qu'il ne faut pas s'y arrêter. On fait comment pour... on en parlait avec Cédric juste avant, pour descendre dans la noirceur et puis pour en ressortir. Est-ce que c'était simple pour toi de te plonger là-dedans? Comment on fait? Comment tu as travaillé? Alors écoute, moi je suis quelqu'un de très heureux, très positif. Et c'est pour ça que j'aime les films qui finissent mal. Je sais pas, c'est vraiment le contraire de ce que je suis. Donc c'est assez simple pour moi en fait, parce que ça me plaît en plus d'y aller. Donc ouais, non, sans problème. Et la famille, ils réagissent comment quand tu sors un livre comme ça? Ils sont curieux? Ils ont été voir? Oui, oui, il y a eu des curieux. Je suis content parce que j'ai pas mal de membres de ma famille qui ne lisent pas, qui l'ont acheté, qui l'ont lu et qui aujourd'hui se mettent à la lecture. Et ça, je trouve que c'est une belle récompense quand même. On se sent comment quand, au moment d'écrire un premier roman comme ça, de se lancer, de dire ok, j'y vais? Alors écoute, je vais être super honnête, quitte à ce que ça passe pas très bien. C'est une philosophie de vie, c'est vraiment pas une comment dire, je me la raconte pas quoi, mais au moment où j'écris, je suis persuadé d'écrire le thriller de l'année. Et j'ai une confiance indéfectible au moment d'écrire. Les doutes viennent après, à la fin, quand il est terminé. Mais au moment de l'écriture, je suis persuadé de faire un truc super bien, que ça plaira à tout le monde, et qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Donc, et je pense que c'est cette philosophie qui m'a permis d'aller jusqu'au bout en plus. C'est auto-persuasion comme moteur, pour pas lâcher, pour avoir envie d'y retourner, pour être positif. Oui, et puis bon, je suis patron, enfin je suis chef d'entreprise, donc quand on commence quelque chose, on va au bout de toute façon, ça fait partie de ma nature. Alors, je te propose qu'on fasse une petite pause au Patoma, mais pour aller faire un tour du côté des tableaux, parce que les gens demandent. Voilà, j'ai passé commande, nous dit Sabine au passage, et Bidule nous dit que merci. Le King est effectivement le roi de la littérature. J'ai vu un reportage hier sur Twitch, d'ailleurs c'était chez Scorpio Queen, je crois. Il regardait un reportage sur Stephen King, c'était hyper intéressant. Et 2000 mots par jour, quoi qu'il arrive. Ce type est fou. Rien que pour ça, il est fou. Mais il n'y a pas de hasard. Alors attends, je vais passer en mode comme ça. Et pour revenir sur King, une toute petite seconde, moi ce qui me plaît beaucoup de chez lui, c'est ce que tous les éditeurs français ne veulent pas. Et toutes ces longueurs ou toutes ces choses qui ne servent à rien, c'est vraiment ce que j'aime. Quand il va t'écrire un livre et il va te parler du laitier qui est le fils de la vieille qui a couché avec le militaire pendant la guerre, machin, où tu te dis, s'il t'en parle, c'est qu'il y a quelque chose. Et alors qu'au final, il en reparle plus et on s'en fout totalement. Je trouve que ce genre de détails rendent la vie tellement réelle des personnages qu'après il peut me faire gober tout ce qu'il veut. Que ce soit un clown ou un extraterrestre ou peu importe,
c'est cette faculté-là et je trouve ça dommage que les éditeurs, non, faut nettoyer. Voilà, ça c'était mon petit truc à moi. Voilà, parenthèse finie. Mais en t'écoutant, ça me faisait penser à certains dialogues dans les films de Tarantino aussi, où on regarde ça en se disant mais ça n'a ni queue ni tête, mais en fait si. C'est trop frileux du côté des éditeurs, tu crois? Et peut-être aussi nous, on n'ose pas alors, côté auteur? Je sais pas, je sais que moi, sur celui-là, on m'a pas fait retirer trop de choses, mais j'étais en apprentissage, donc j'ai eu la chance d'avoir été coaché par 2 auteurs sur l'écriture du livre, où ils m'en ont fait enlever pas mal. Mais ça, et puis le fait que le fantastique soit un peu boudé aussi par les éditeurs, ça, je trouve ça aussi, ça m'agace. Voilà. Question de mode, peut-être. J'ai mis les différents portraits que tu as réalisés là juste à côté de nous pour que vous puissiez profiter aussi, vous qui êtes là dans le chat. Alors, dites-moi si vous reconnaissez, mais je pense que oui. Je vous reconnais. Qui vous reconnaissez dans cette mosaïque? Est-ce que tu as, j'imagine, des anecdotes, mais le meilleur souvenir que tu aies quand on regarde tous ces tableaux? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit spontanément? Franck Tillier, tout de suite. Franck Tillier, parce que depuis on est devenus amis, on a pris l'habitude de se voir au moins une fois par an, de manger ensemble au moins une fois par an. Attends, juste, tu es l'ami de Franck Tillier? Est-ce que c'est toi, FC Washington? Non. Ah, je tente ça. Et au passage, j'en profite, sortie demain pour FC Washington, on en parlait il y a 2 semaines. Dès que j'entends Ami et Franck Tillier, ça me fait rire et je pense à FC. Et donc, mais donc, oui, ça crée des liens. Je vais changer la formule, donc on est potes. Mais ça crée des liens d'avoir ce type de projet. Et puis Franck, je le disais, moi, il m'a galvanisé de fou, en fait. C'est que il m'a demandé de lui montrer mes différents tableaux que je faisais, puis à chaque fois, il m'a dit qu'il adorait, qu'il aimait ça. Et moi, je rentrais chez moi et je disais à ma femme, mais Franck Tillier aime ce que je fais, t'as vu? Et Franck Tillier, c'est pas n'importe qui, et il kiffe ce que je fais. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a donné le courage de faire plus de portraits, de me lancer dans l'écriture. Et il a été quand même jusqu'à me proposer de réaliser un tableau qui est dans son livre Il était 2 fois. Mmh. Donc juste avant que le livre ne sorte, quelques mois avant, on mangeait ensemble à Arras et il me dit tiens, ça t'intéresserait de faire le tableau qui est dans mon livre? Comment dire oui, tout de suite. Donc il m'a envoyé tous les passages du livre qui parlaient du tableau et j'ai réalisé le tableau. Et après, ce tableau a été mis dans la version poche, au format dessin, en fait, parce que il a adoré le tableau. Donc, je sais pas, tu vois. Tac, attends, je vais te remettre en grand. Attends, bouge pas. Hop. Voilà, comme ça on voit mieux. Voilà, donc ce tableau, il est dans la version poche de Il était 2 fois de Franck Tillier. Voilà. Et donc, c'est moi qui l'ai réalisé. Il m'a demandé de faire le tableau dedans. Et puis, c'était super, quoi. J'étais... Waouh, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Et vous avez reconnu du monde. Hein. Alors, vous avez reconnu Franck, évidemment, Nico Takian, Johanna Gustafsson, Salvatore Mini, Ghislain Gilberti, oui, Ghislain, évidemment, René Manzor, Barbara Abel, Éric Dupuis... ça va. C'est pas Éric Dupuis, hein. Non, hein. Non. Attends, je vais remettre comme ça, vous pourrez regarder. Hop. Attends, qui vous avez pris? Ah oui, au-dessus de Yann, je pense. Que vous avez... Il pourrait... Il y a un air, mais c'est pas lui, je pense. Tout en bas à gauche, au-dessus de Yann, je pense que c'est lui que vous... Ici? Ah ouais, mais merde. En dessous de Valentin Musso? Oui.
C'est Olivier Ball. C'est Olivier Ball. Mais il a, oui, un petit air, c'est marrant. Alors on a René, il y a Nicolas Lebel. Vous avez vu Nicolas? Ouais. Alors après, c'est pareil, il y en a Claire. des plus ressemblants que d'autres, Mhm. mais ça dépend aussi beaucoup des photos qu'ils m'ont confiées. Mhm. Parce que c'est une vraie collaboration. Moi, je les ai tous rencontrés, puis je leur ai demandé une photo et un texte, une citation ou un passage de leur livre, peu importe, tant que fallait que ce soit des choses importantes pour eux. Et d'après la photo qu'ils m'ont donnée et le texte qu'ils m'ont donné, on a essayé d'être un peu dans l'ambiance et la personnalité de chaque auteur. Et puis, chose importante aussi, tous les tableaux sont mis en vente, sont signés par les auteurs et sont mis en vente pour des associations choisies par chaque auteur. Et alors on va en prendre un tout à fait au hasard. Hop. Comme ça vous voyez en plus grand. Toujours la citation. Évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier tableau d'auteur qui a été réalisé. C'est le dernier en date. C'est le seul qui n'est pas signé encore parce que je ne l'ai pas recroisé. Il n'est pas facile à croiser, Joël Dicker. Et les chroniques du polar qui dit à quand le portrait de Fred? Je suis pas sûr que le monde soit prêt. Ils sont vraiment très beaux, très bon travail. Bah attendez, on va continuer. Alors, hop. Bah, j'aime bien vous partager le travail de David. J'ai un peu arrêté les auteurs. Là, les auteurs, pour l'instant, c'est fini. J'y reviendrai peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est fini. Là, j'ai commencé avec les acteurs. Donc, Philippe Lachaud, que j'ai rencontré. J'ai fait 2 portraits signés, toujours sur le même principe. Il m'a filé une photo, sa citation personnelle, et il a dédicacé les tableaux. Et puis là, je suis en train de voir avec sa bande maintenant, donc Tarek et Julien Arruti, pour faire leurs portraits également. Et puis petit à petit, je rencontre des acteurs. J'ai fait Jarry, j'ai fait David Salle qui joue dans La Petite Histoire de France. Et j'ai rencontré Joe Star. Normalement, c'est censé se faire, mais comme ça passe par des intermédiaires, je ne sais pas si ça ira au bout. Mais voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et en parlant de petit bonhomme de chemin, hop, on retourne au Thomas. Sans transition. Mais tu mets combien de temps à réaliser ces portraits, on me demande, avant? Un portrait, c'est une bonne 40aine d'heures de travail. Ça en fait des heures de livre audio. Tu m'étonnes que tu... Oui. Mais c'est marrant, tu arrives à faire 2 choses en même temps, ça intéresse aussi les gens qui nous écoutent. Moi par exemple, je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire que si j'écoute comme si je regardais la télé. Je sais rien faire d'autre. Et donc ça ne m'aide pas parce que je ne fais que ça. Mais en soi c'est très gai quand même, mais je ne fais que ça. Toi tu arrives à faire 2 choses en même temps, écouter et travailler? J'ai 25 ans de métier et puis c'est vrai que honnêtement, quand je suis en train d'enduire une pièce complète ou que je suis en train de peindre ou poncer, j'ai pas besoin trop de réfléchir. Et je vais même te dire autre chose, le livre audio a changé ma vie, clairement, puisque quand on fait du travail machinal comme ça, finalement, on a l'esprit qui divague, qui réfléchit, qui cogite à droite et à gauche. Et quand on cogite comme ça toute la journée, on cogite aux choses qui vont pas bien dans notre vie. Et aux petits tracas, aux petits machins, aux petits bidules. Et puis on rentre le soir et puis clairement on fait la gueule. Et quand j'ai découvert les livres audio, alors le casque sur le chantier, j'étais dans mon histoire, j'écoute mon histoire, je suis pressé le lendemain d'aller au boulot pour avoir la suite de mon histoire. Et je pense plus du tout à mes petits tracas. Et puis, je rentrais le soir avec la banane, super heureux, super content. Et puis, c'est ce qui a fait que j'ai changé ma philosophie de vie, ma façon de voir les choses. Et voilà, quoi. Ça m'a rendu très heureux, finalement. Excellent. Juste Sabine qui nous dit « Je regarde ton site internet et juste, waouh !» C'est vrai que vous pouvez aller faire un tour du côté du site. Et puis, on demande aussi à Templemar, samedi, puisqu'on se recroise, on ne se quitte plus sur Templemar, dans la métropole lilloise. Ça a commencé dès ce soir, et puis demain, vous pouvez encore y aller.
et samedi. Il y a plein de choses à y faire, j'en ai parlé en début d'émission. Est-ce qu'on peut voir... alors toi, on peut te voir, ça c'est sûr. On peut trouver Opatoma, c'est sûr aussi. Est-ce qu'on pourra voir aussi des tableaux dans les travées de Templemar cette année? Alors, cette année, j'ai vu avec Gilles, on va en amener 3 ou 4, juste pour mettre à droite à gauche, parce qu'il y a déjà une expo d'affiches de BD qui reprennent des affiches de cinéma, je crois. Donc il y a déjà une expo, et puis Templemar, je l'ai déjà fait 2 années de suite. C'est bien aussi de faire autre chose et puis de revenir peut-être une année prochaine, plus tard. Voilà. Est-ce que tu es bientôt de passage en Belgique? Demande Zutrezut. Pas pour l'instant, mais si on m'invite, ça sera avec plaisir. Alors, dans le livre Opatoma, puisque j'ai dit qu'on y revenait, tu dresses une galerie de personnages tantôt attachants, tantôt angoissants, tantôt énigmatiques, avec un point commun, une culpabilité sous-jacente qui s'exprime de plein de manières. Comment as-tu construit ces personnages? Est-ce que tu peux nous en présenter un, par exemple? Alors, je vais présenter celui que je préfère, qui n'est pas le plus présent du livre, mais il est important, et puis je vais vous dire après pourquoi. Je vais présenter Buddy. Alors, Buddy, c'est un personnage très atypique, très kingien, j'ai envie de dire. Parce que moi, il me fait penser un petit peu à, dans La Ligne Verte, le grand baraquet, j'ai perdu son nom. Ah, John Coffey. John Coffey, oui. Voilà, donc là, Buddy, c'est un grand balèze, assez fort, chauve, avec un œil qui a tendance à être pris de frénésie, qui bouge comme ça. Et puis, il s'exprime pas très bien, il inverse un peu les mots. C'est un peu le bébête du village, quoi, la force et bébête du village. Et Buddy, il a un rôle important dans le bouquin parce que il peut être un ami, mais pas forcément que. Et puis Buddy, c'est un personnage qu'on va retrouver dans tous les prochains Opatoma. C'était une question, tu me les enlèves de la bouche, ces mots-là. Peut-on s'attendre, peut-être pas une suite, mais à une nouvelle utilisation de cette ville d'Opatoma? Alors, ça va être, même si tout se passe bien, hein, si les éditeurs, tout ça en veulent, si les gens aiment, ça va être une suite de one-shot, j'ai envie de dire presque. C'est-à-dire qu'on aura des histoires différentes, des personnages différents, mais toujours dans cette ville. Et le personnage récurrent sera Opatoma. Et puis il y aura un petit peu de Buddy, et puis de John McDougall, qui est le fondateur, qui intervient par petits intermèdes juste pour raconter un peu comment s'est créée la ville. Et voilà quoi. Et j'ai une bonne dizaine d'histoires à raconter qui se passent là-dedans. Alors forcément, on recroisera parfois certains personnages, puisqu'on est dans la même ville, mais un personnage secondaire peut devenir un premier personnage dans un prochain bouquin, ou enfin il y a énorme. En fait, j'ai un terrain de jeu énorme. Là, j'ai vraiment de quoi m'amuser, partir dans tous les sens. Et beaucoup d'envie. Alors, question traditionnelle dans cette boîte. Si le génie de la boîte t'accordait un vœu, tu lui demanderais quoi? Je vais dire que le temps s'arrête, puisque je suis en train de vivre des choses exceptionnelles. Je sais pas, là, à l'heure actuelle, j'ai tout. Je découvre, j'ai les retours des lecteurs qui sont contents, je suis invité chez toi, je suis invité sur les salons, je profite, et puis je voudrais que ça dure le plus longtemps possible, donc que le temps s'arrête, voilà. Et les chroniques du polar, Anthony qui nous demande d'où t'es venue l'idée du nom Opatoma. Ah Alors ça, c'est très très con, hein, mais je cherchais le nom de la ville.
Et j'ai un vidéoprojecteur qui est de la marque Optoma et qui était devant mes yeux quand j'étais en train de chercher le nom de la ville. Et j'ai regardé Optoma et ça s'est transformé en Opatoma. Et je me suis rendu compte après que Opatoma, alors je suis d'origine portugaise. Opatoma en portugais, ça veut dire... Voilà. Donc en même temps, ça m'a bien plu, quoi. Et c'est dingue, je m'en suis rendu compte 6 mois après, quoi, que ça voulait dire ça en plus. Alors en 2 mots, c'est Opatoma, ça veut dire « Hey, toi là-bas, tiens, hop ». Une ville où on ne s'arrête pas. C'est ça. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps et que tu te retrouves quand tu avais 10 ans. Tu aimerais dire quoi à l'enfant que tu étais avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Oh, je vais lui dire un truc du genre à demain dans le train. Parce que y a rien à changer. Je peux même pas dire tiens j'aurais voulu écrire plus tôt ou j'aurais aimé me mettre à faire des peintures plus tôt parce que c'est l'expérience qu'a fait aujourd'hui que j'ai pu faire tout ça, donc j'ai rien à changer, rien du tout. Et donc les projets, toujours des tableaux, d'acteurs, d'actrices peut-être, et puis on reste à Opatoma alors. Il y a d'autres choses dont tu auras envie de nous parler dans les projets? Sur les projets d'Opatoma Ou d'autres choses, si tu en as d'autres, je ne sais pas, parfois. J'ai l'impression qu'il y a plein de projets dans ta tête. oh là là là, oui. Voilà. Bah, Opatoma, je suis sur l'écriture donc d'un prochain tome, actuellement, qui avance bien, pas aussi vite que je voudrais, parce que on est toujours à courir après le temps, mais ça avance bien. D'ailleurs, ça me permet, j'avais sorti une nouvelle au format Switch, qui avait été édité par Hugo et compagnie sur un site, je me rappelle même plus du nom du site. C'est un site où on peut écouter des livres audio. Et cette nouvelle qui est sortie là-dessus, je reprends un des personnages, puisqu'elle habitait Opatoma d'ailleurs déjà dans la nouvelle. Cette nouvelle s'appelle Mourir gentiment. Et en fait... Tout un programme. Ah mais c'était super sympa, c'est quand il y avait le projet de nouvelle pour Storia, de Damien et Léonori. Et sur Fictia, ils avaient lancé un concours de nouvelles Alter Ego. Et donc j'ai écrit une nouvelle où je me suis mis en scène. Donc c'est moi, David. Et la nouvelle raconte le fait que je reçois un coup de téléphone et j'apprends que je vais mourir par mon médecin. Et en ayant cette nouvelle, je décide au lieu d'en parler à ma famille, de préparer mon après, de vivre des bons moments avec ma famille, de partir faire des voyages ou de faire toutes ces choses qu'on a envie de faire avant de mourir, je décide que j'en ai marre d'être gentil. Et y a plus de barrière, quoi. Je me lâche totalement. Et cette nouvelle avait super bien marché en fait parce que elle a fini deuxième. C'est la nouvelle d'Ophélie Cohen qui a gagné. Et moi j'ai fini deuxième et comme elle avait très bien plu, c'est pour ça qu'on m'avait proposé un contrat d'édition et puis qu'elle est sortie sur le site derrière. Donc je reprends un personnage de cette nouvelle et je la transpose à Opatoma et je raconte son histoire. Ce qui me permet de lier un peu tous mes récits, tout mon univers. Et puis il y a un autre David dans le chat qui nous dit merci à toi Fred pour la découverte de David Bello, un véritable artiste, et vivement samedi pour le découvrir de visu, et puis découvrir aussi Opatoma. En plus c'est un picard comme Bibi.
Ouais. Et au passage, mais salut Fanny, salut Oli Oli, depuis Templemar, vous êtes avec nous. J'espère que la soirée s'est bien passée. Je pense que c'était le film aujourd'hui avec Jean Dujardin, si je dis pas de grosses bêtises. J'espère que tout s'est bien passé, qu'il y a eu du monde. Et puis on a refait le programme, et donc demain, superbe table ronde avec Nelly. Et un tas d'invités, je vous ai dit tout ça au début du live. Et puis samedi, très très grosse fête, la boîte sera là, et puis beaucoup d'auteurs, et puis beaucoup de visiteurs et de lecteurs. J'espère qu'on sera très très nombreux, parce que ça fait toujours du bien. Mais écoute, le temps file, David, mais Ouais. j'ai passé un super moment avec toi. Merci beaucoup pour ta patience, et le petit souci technique qu'on a Ouais, eu avec Cédric. j'ai Et pu manger tranquillement. ah ben là, plus que tranquillement, mais je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Eh ben, alors je vais commencer par remercier Oli Oli, donc qui a préparé avec toi ça, et j'ai hâte de le rencontrer parce qu'il a fait un retour de lecture fantastique. J'ai presque eu l'impression que c'est lui qui avait écrit le livre. Quand j'ai lu son retour de lecture, il a absolument compris l'intégralité de ce que j'avais dans la tête finalement et des messages que j'ai voulu passer. Donc j'ai hâte de le rencontrer samedi, puis d'en discuter avec lui. Je te remercie toi parce que c'est vrai qu'on s'est croisés 2-3 fois mais on se connaît pas et on n'a pas trop discuté et le fait d'avoir passé un moment avec toi là, le fait même sur les tests, bah, j'ai passé un super moment aussi. Je suis content Partagez. d'avoir rencontré et puis je te dis à samedi pour encore plus faire connaissance. Ah voilà. Voilà. Bah oui, de visu c'est encore plus drôle, mais c'est vrai que, je le disais pour l'anecdote, on s'est croisés, je pense que c'était à Templemar, si je me rappelle bien, ou à Noir-Charbon, j'hésite, mais tu étais en train de travailler, de peindre. Donc moi je regardais de loin, mais c'est toujours peur de déranger, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir un artiste travailler, donc mais n'hésitez pas samedi à venir poser toutes vos questions à David. C'était un vrai plaisir de faire plus connaissance avec toi, et puis on continue. Je vois que vous allez tous passer une bonne soirée, je vois vos messages passer. Agrippine, et un livre de plus dans ma palle. Oui, bah oui. Ça c'est ce que vous voulez, c'est la boîte. On en est